Sant'Agata, 1967. Une fiche d'atelier pliée porte un tampon rouge. Remplacement de joint de carter, urgent. Via Veneto, Rome, 1969. Une Miura couleur lime pose sous les flashs, phare mi-clos. La même voiture, mais deux scènes qui ne racontent pas la même histoire. Fin des années 1960, entre l'Italie du Nord et Rome. Les ateliers tournent tard. La presse, elle, s'enflamme tôt. Le pays affiche une prospérité neuve. Les routes d'Émilie-Romagne servent de banc d'essai à l'aube. Au centre, Automobili Lamborghini. Une jeune maison qui veut frapper fort face à des rivaux déjà installés. Derrière les portes, les mains noires d'huile consignent des symptômes, remplacent des joints, corrigent des détails qui ne doivent jamais remonter jusqu'à la vitrine. La tension fondatrice est là. Une icône se construit en pleine lumière pendant que ses limites se traitent à huis clos. Une question apparaît alors. Que faut-il corriger, en silence, pour qu'une telle image tienne sur la route ? Des ordres d'atelier signés. Des renforts apparus sur certains châssis. Des photos de mode où rien de cela n'est visible. En suivant ces traces, du papier au métal, un autre récit se dessine. Il ne retire rien à la gloire de la Miura, mais il la déplace. Il montre ce que l'image laisse hors champ. Sant'Agata, très tôt. Un V12, encore tiède, claque par intermittence, pendant qu'un mécanicien glisse un bac sous la cloche d'embrayage. L'odeur d'huile chaude reste dans l'air. Dans une salle attenante, un châssis P400 nu, moteur transversal derrière les sièges, prend ses marques. Gianpaolo Dallara et Paolo Stanzani veulent transposer sur route une architecture proche de la course. Le pari se lie dans la compacité, dans la répartition des masses, dans l'emballage mécanique. Ferruccio Lamborghini, lui, veut une voiture capable de marquer les esprits immédiatement. Et le calendrier pousse tout le monde. À Grugliasco, chez Bertone, Marcello Gandini dessine bas, large, tendu. Les ouïes latérales découpent la tôle. Le pare-brise reste couché. La ligne cherche la pureté. En face, les ingénieurs réclament de l'air, de l'accès, de la matière autour des fixations. Mars 1966, Genève. La Miura attire une foule compacte. La silhouette sidère. La présentation frappe juste. Mais derrière l'effet public, la mise au point réelle est encore en train de se faire. Dès ce moment, la question existe déjà, même si personne ne la formule ainsi. Jusqu'où peut-on pousser le beau avant qu'il ne demande des corrections invisibles ? À haute vitesse, les essais changent de ton. Le train avance allège. La direction demande plus d'attention. Les premières solutions cherchent moins à transformer la voiture qu'à calmer ce qu'elle révèle. Des soubassements évoluent. Des détails d'écoulement d'air sont repris. Rien ne doit rompre la ligne. Tout doit la rendre plus tenable. Sous certaines P400 précoces, les restaurations font apparaître des différences nettes. Renforts, reprise de support, point d'ancrage modifié d'une série à l'autre. Ce ne sont pas des aveux publics. Ce sont des corrections matérielles. Au centre de l'auto, le groupe compact moteur-boîte différentiel impose ses contraintes. Chaleur, vibration, étanchéité. Dans les ateliers, certaines interventions reviennent avec insistance. Remplacement de joints, reprise sous le carter, contrôle de zone connue. À l'image, la voiture reste pure. En atelier, elle demande de l'attention. À l'avant, le radiateur placé loin du moteur impose un circuit long avec ses propres exigences. Les évolutions successives montrent une voiture qui s'affine en usage autant qu'en bureau d'études. Les versions S puis SV améliorent plusieurs points connus, en particulier la stabilité et la fiabilité de détail. La silhouette, elle, reste presque intacte. Pendant ce temps, la paternité de la forme se mêle aux contraintes de l'emballage. Gandini pousse la ligne. Dallara et Stanzani rappellent les réalités mécaniques. Bertone arbitre. La beauté finale n'est pas née seule. Elle s'est imposée au milieu d'exigences parfois contraires. À Genève, Ferruccio Lamborghini veut un effet immédiat. Le public le reçoit. Les magazines relaient la forme, pas les réserves. L'image se fixe vite. Les compromis, eux, restent sur le papier d'atelier. À la fin des années 1960, la Miura entre aussi dans l'univers des images mises en scène. Publicité, magazines, plateaux, prise de vue urbaine. Elle ne vend plus seulement des performances, elle vend une époque. Sur ces images, tout paraît simple. Une ligne pure. Une couleur vive. Une présence évidente. Rien n'indique les reprises de soudure, les ajustements de série, les solutions discrètes qui accompagnent les premières voitures. Même dans les récits rétrospectifs, le design occupe presque tout l'espace. Les tensions techniques, les corrections successives, les divergences de mémoire entre stylistes et ingénieurs restent souvent au second plan, comme si la voiture finale avait effacé le chemin nécessaire pour y parvenir. Avec le temps, les corrections deviennent une part normale de la vie du modèle. Les séries évoluent. Les détails se stabilisent.
L'expérience accumulée en atelier affine ce que la présentation publique ne montrait pas. Aujourd'hui encore, chez les restaurateurs, les châssis précoces racontent cette histoire. Support repris, joints modernisés, solution tardive appliquée à des voitures plus anciennes. Sous une carrosserie restée célèbre pour sa pureté, on retrouve une mécanique qui a appris. Sur le marché, les Miura les plus désirables s'échangent sous des lumières parfaites. Les catalogues détaillent couleurs, numéro de châssis, provenance, certification. Les ordres d'atelier, eux, restent souvent à part. La valeur monte avec l'image. Les traces de correction, elles, se font discrètes. C'est là que la tension demeure. Comment raconter honnêtement l'héritage d'une voiture quand l'éclat public et le travail correctif n'ont jamais occupé la même scène? La fiche d'atelier de Sant'Agata et la photo de mode racontent bien la même voiture. L'une parle de joints, de reprises, d'interventions concrètes. L'autre fige une beauté qui semble ne rien devoir à personne. Or, l'icône tient justement dans cette contradiction. Des essayeurs ont roulé vite avec un train avant parfois léger. Des mécaniciens ont serré, remplacé, ajusté. Des clients ont accepté une part d'imperfection pour accéder à quelque chose que le monde n'avait encore jamais vu sous cette forme. La Miura n'est donc pas seulement un dessin. C'est un dessin que les ateliers ont dû rendre viable, correction après correction. Son héritage réel tient ensemble les flashs et les fiches tamponnées. En retirer un des deux, c'est raconter une histoire incomplète. Sur les objets de culte, la gloire et le risque n'apparaissent presque jamais sur la même page. La Miura en donne une démonstration rare. Le récit public retient la ligne. La mécanique, elle, garde la mémoire du prix payé pour la soutenir. Dans une salle d'archives, une fiche d'atelier tachée peut reposer à côté d'une planche contact de la fin des années 1960. Même profil bas. Même ligne tendue. Mais pas la même parole. Le métal a gardé la trace des corrections. L'image, elle, a gardé la légende. Selon vous, est-ce que le glamour fait oublier trop facilement ce qui a dû être corrigé en coulisses? Si cette enquête vous a parlé, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines.